Caramel. Caramel. Caramel mou. Caramel mou. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 30e saison. Un départ de saison un peu retardé par le déménagement de Radio Campus dans ses nouveaux locaux au sein de l'université Paul Sabatier, au pied du tripode B, métro Pharmacie. C'est donc désormais depuis le cœur d'un campus toulousain que l'équipe de Caramel Mou fabriquera ce rendez-vous hebdomadaire dédié à la vie culturelle de ce côté-ci de la Garonne. Se retrouver ainsi à la fac, ça va nous rajeunir. Et ça n'est pas Jean-Pierre Lérac, ici présent et tout récent retraité, qui va me contredire. Une saison culturelle en tout cas largement lancée, puisqu'après les festivals de fin d'été comme la Poutre à Mauvaisin, baignade interdite à Gaillac et rock in opposition à Carmaux mi-septembre, Toulouse vient de voir passer le festival Groland, mais aussi Piano au Jacobin. Et voilà que déjà a commencé le printemps de septembre et sa programmation art contemporain plutôt pointue, tandis que le festival Toulouse Les Orgues est déjà sur les rails depuis mardi dernier et que ce soir, on inaugure l'édition 2018 de Jazz sur son 31. Rajoutez à tout cela, liste non exhaustive, la fin ce week-end de Mr Freeze 2018 à l'espace Cobalt et au hall Latécoère à Montaudran. Mr Freeze, festival, manifestation regroupant les œuvres, graphes et autres installations de 47 artistes nationaux et internationaux estampillés street art. Vous pouvez aussi y rajouter le lancement de la nouvelle saison d'un pavé dans le jazz, le retour dimanche au taquin des après-midi Freddy Taquine, organisé par le collectif toulousain Freddy Moraison. On peut aussi y rajouter à cette liste non exhaustive la saison Moondog, initiée par Hervé Bordier, celui-là même qui dirige le Métronome. Saison Moondog qui pendant toute l'année permettra d'écouter ou de découvrir la musique de Louis Thomas Harding, dit Moondog, incroyable compositeur américain mort il y a 29 ans. Vous pouvez aussi rajouter à cette liste les 10 ans de la pause musicale de Joël Saurin, cette manifestation de concerts gratuits tous les jeudis, 1 heure, que ce soit à l'hôtel d'Occitania quand il fait beau, mais salle du Sénéchal lorsque le temps commence à devenir un peu frisqué. Occasion de découvrir en acoustique la plupart des groupes toulousains qui viennent y faire des prestations plutôt courues, puisque d'ordinaire tous les jeudis, salle du Sénéchal, les places sont toutes prises. Quelquefois, il faut même arriver 3 quarts d'heure en avance pour mettre son t-shirt pour réserver une place. Et bon, si vous rajoutez tout ça, vous aurez une petite idée du foisonnement d'une vie culturelle que d'aucuns continuent de qualifier de triste et de mortifère. Mais que voulez-vous, d'aucuns est un affreux rabat-joie. Vous l'aurez donc compris, il était plutôt simple et à la fois compliqué de concocter la programmation et le programme de ce 817e numéro de Caramel Mou. On a fait pour le mieux. Dans un instant, Jean-Pierre Lérac nous parlera de la venue du duo Courvoisier-Alvarsson dans la semaine prochaine à la salle Nougaro dans le cadre de Jazz sur son 31. En fin d'émission, première chronique art plastique de Manu Pomar qui reviendra lui sur l'édition 2018 du printemps de septembre qui s'achève le 21 octobre prochain. Et puis je recevrai Yves Reichsteiner, joueur d'orgue mais aussi directeur artistique du festival Toulouse Les Orgues. Mais on commence comme d'habitude par la nouveauté de la semaine. Nova Rupta, deuxième album pour le trio du pianiste Lorenzo Nakarato. Deuxième album plutôt plat
plein entre onirisme et musique en mouvement, composition audacieuse, écoute permanente entre les musiciens, maturité du propos et maîtrise instrumentale. À noter que le trio Nakarato jouera les mercredis 10, jeudi 11 et vendredi 12 octobre au Bijou à l'occasion de la sortie de ce deuxième album Lorenzo Nakarato Trio, Nova Rupta, extrait de leur deuxième album éponyme, C'est Caramel Mou, et c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus, c'est Caramel Mou, et en face de moi, Jean-Pierre Lérac, moustache ébouriffée, très pressé parce que il va jouer les VIP là, dans 30 secondes. Il va à l'inauguration de Jazz sur son 31, et il y a le cri du champagne qui retentit. Donc Jean-Pierre Lérac passe en premier pour nous parler d'un événement Jazz sur son 31. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, tout d'abord, je voudrais dire que c'est un grand honneur pour moi de faire la première chronique de la saison. Donc ça je suis très touché. Et voilà, dire quand même également qu'on avait prévu, j'en avais parlé, il m'avait donné son accord, Joe Kangourou, pour faire une émission faire un bilan des meilleurs moments du jazz sur l'été. Ouais. Voilà, parce que très subjectif évidemment. Nous n'allons pas parler de Marciac par exemple. Carlos Santana, c'est très subjectif. Donc ça vous l'aurez compris. Donc on va reporter cette opération à plus tard parce que finalement l'actualité, comme vous dites, est très chargée. Ouais. Donc l'actualité jazz, donc on va donner la priorité à l'actualité présente. Donc l'actualité, donc vous l'avez dit, c'est l'inauguration du Jazz 631 ce soir. Et je vais faire un focus évidemment sur un des concerts du Jazz 631, c'est le jeudi 11. Et le jeudi 11, donc, puisque ça c'est quand même un petit événement, puisque c'est la première fois que un pavé dans le jazz est
et Jazz 631 travaillent ensemble. Donc c'est la première fois qu'on arrive. Il y a longtemps qu'on essaie de travailler ensemble, mais ça va être la première fois. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je trouve il y a longtemps qu'on a essayé de faire ça. Et donc nous avons, donc pour l'occasion, essayé d'inviter un projet qui évidemment est un petit peu intermédiaire, je dirais. Nous ne pouvions pas inviter les orchestres les plus expérimentaux. Forcément, il fallait quand même rester dans une certaine esthétique par rapport au festival. Mais quand même, forcément, un concert qui va un petit peu détonner par rapport au reste de la programmation. Donc voilà, c'est un projet un peu intermédiaire, je dirais, vous voyez. Pas du jazz classique, mais pas non plus du jazz complètement barré, quoi. Voilà. Et donc là, deux jeunes filles. Et deux filles. Il y a deux filles. Bon, Sylvie Courvoisier serait charmée d'entendre ça, mais enfin, c'est quand même une musicienne qui a quand même quelques années de carrière. Donc voilà, en tout cas, c'est un magnifique duo de deux musiciennes. Donc Sylvie Courvoisier, qui est une musicienne, évidemment, pour les habitués de Jazzalus, pour les habitués du pavillon de jazz, c'est une musicienne qu'on retrouve souvent, parce que c'est pour moi une musicienne absolument indispensable. C'est une pianiste qui était d'origine suisse, et qui vit aux États-Unis, parce qu'en fait, elle a épousé un musicien américain. En fait, voilà, c'est ça, qui s'appelle Mark Feldman. Ils ont fait un duo absolument magnifique. Voilà, des concerts de Mark Feldman avec Sylvie Courvoisier. Mais ça ne se limite pas à ce côté, parce que là, ces projets avec Mark Feldman, c'est quand même de la très belle musique, presque symphonique, un petit peu, qu'ils font. Et après, c'est aussi une pianiste de jazz. Voilà. En fait, c'est quelqu'un pour moi, qui fait partie des grandes pianistes au monde. Voilà. Elle a eu la bonne idée de s'associer justement à Mary Elverson. Et c'est là un petit peu que je vais mettre le focus sur cette musicienne, parce que c'est là qu'est l'événement. En fait, Mary Elverson, c'est une musicienne que je suis depuis de très nombreuses années. Et c'est une jeune musicienne, une jeune guitariste américaine. Et ça fait très longtemps que je cherche à la programmer. Donc pour moi, c'est vraiment... ça fait 3 ans, on cherche les tournées, etc. Parce qu'évidemment, les Américains, on cherche que ça corresponde à des tournées. Et donc là, il y avait cette occasion. Mary Elverson, c'est une musicienne, une guitariste qu'on a découvert dans l'orchestre d'Anthony Braxton. Mm-hmm. Donc estampillée quand même plutôt musique free. Musique free, mais pas que. Vraiment, c'est une guitariste de jazz. Vraiment, elle peut faire des projets très jazz. Elle n'est pas que free. C'est vraiment une musicienne qui a pris une place importante maintenant dans le jazz américain. Vraiment, je dis pas ça pour parler parce que c'est au concert. C'est vraiment, si on avait envie de la faire, c'est qu'elle est en train vraiment de prendre une sacrée dimension. Donc pour moi, c'est un événement. C'est la première fois qu'elle vient à Toulouse. Elle est peut-être pas prête de revenir. Donc je crois que tous les guitaristes qui s'y viennent pas, c'est quand même faute de goût quand même, parce que c'est vraiment tous les guitaristes adorent cette guitariste. Voilà. Donc voilà, je dis ça. Et donc elles ont eu la bonne idée de faire ce duo. Elles ont fait un album qui s'appelle Croc Circles. Et voilà, c'est l'univers, c'est des compositions de Sylvie Courvoisier. Mais vraiment, c'est dans la tradition des duos piano-guitare, comme a fait Jim Hall avec Bill Evans, par exemple. Voilà. C'est vraiment deux instruments qui s'accordent vraiment, c'est le cas de le dire. D'abord, c'est des instruments à cordes. C'est cela. Même donc, si le piano, c'est un instrument de percussion. Voilà, et donc cet album est absolument merveilleux. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que c'est quelque chose, si vraiment les amateurs de guitare ne viennent pas là, je crois que là, c'est à désespérer. Je crois que je vais arrêter. Ouais, après, vous rendez votre tablier. S'il vous plaît, met beaucoup d'énergie. Venez. Venez, voilà. Il est capable de mettre sa menace à exécution. Avant de se quitter, 2-3 mots sur Freddy Takin. Parce qu'il y a quand même là aussi... Oui, c'est ça. On peut, alors, dimanche, Freddy Takin à 17h, ouais. Avec 2 duos, mettant en scène la batterie avec d'autres instruments. Le premier, c'est un duo bigourdan, avec un guitariste, mais ça, on est là pour découvrir, c'est tant mieux. J'ai un guitariste bigourdan que je ne connais pas, avec un autre musicien bigourdan que l'on connaît beaucoup à Toulouse, celui-là, par contre, Fabien Duscoms. Ouais, celui-là, on le connaît bien. Donc voilà, on peut y faire confiance. Et puis après, il y a un trio qui va être assez explosif, à mon avis, puisque le duo Volvo, Volvo, c'est une rythmique, en fait, violoncelle, pas contrebasse, violoncelle, batterie, qui ont l'habitude d'aller dans des endroits et d'inviter des musiciens. Je trouve ça assez marquant. Et donc, ce duo de Volvo, c'est où il y a quand même Valentin Secaldi au violoncelle, c'est pas rien. C'est le frère, donc, voilà. C'est le frère. Le frère de l'autre, oui. et Étienne Ziemac, voilà, qui est un des tout meilleurs batteurs en France, franchement. Et donc là, ils invitent Florian Nastor. Voilà.
Voilà, c'est quelque chose, on en salive déjà. Je crois que ça va être une très belle après-midi. Florian Nastor, que l'on a vu la semaine dernière dans une musique qui était de sa composition, la bande de son d'un spectacle que l'on a vu il y a 2 ans autour de l'histoire du Canal du Midi, ses compositions étaient absolument magnifiques. Tout à fait, un travail remarquable de composition. Moi, voilà, là, il se révèle en tant que compositeur et arrangeur aussi. Et on connaît l'instrumentiste, et il a fait un très beau travail autour de ce spectacle, autour du Canal du Midi. Et la musique isolée de ce spectacle est vraiment magnifique, elle seule. Donc ça tient la route tout seul. Ça devient vraiment un groupe de jazz. Et c'est pas vraiment une fanfare, mais enfin, on a vu ce que ça donnait au taquin, avec quand même un public qui a derrière, il y a quand même une soirée très chaude. Très chaude. Ouais. Donc tout ça, là aussi, au taquin, c'est dimanche, c'est Freddy Taquine, donc avec Novo, là, le duo avec Valentin Secaldi. Donc je ne dirai rien forcément, puisque je ne connais rien. Voilà, oui, puisqu'ils invitent des musiciens à chaque fois, le programme n'est pas encore connu, sauf 2. C'est à 17h que ça commence. Courvoisier, Alvorson, c'est jeudi prochain, 11 octobre, à la salle Nougaro, à 20h30, dans le cadre de Jazz sur son 31, et ce duo. Encore une semaine chargée. Oui, comme d'habitude. Et Courvoisier, Alvorson, vivement la retraite, sinon on ne tiendra pas l'année. Courvoisier, Alvorson, et bien on en écoute tout de suite un extrait avant d'aller les voir jeudi à la salle Nougaro. Tu vas valider en quelque sorte ce que je viens de dire. Ouais, ou pas. Allez, Jean-Pierre, à la prochaine. Courvoisier, Alvorson, on entend ça tout de suite.
à l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. T'es très fier. Voilà, donc on vient d'écouter le duo Courvoisier-Alvorson. Donc je vous le répète, jeudi 11 octobre, elles seront toutes les deux à la Saint-Lougaro à partir de 20h30 dans le cadre de l'édition 2018 de Jazz sur son 31. Comme ça, soit dit en passant, une édition un peu chiche cette année, mais je suppose que les crédits là aussi ont été largement laminés. Simplement à noter que l'inauguration, ça commence à 19h. Ça se passe au pavillon République, c'est dans la grande cour du Conseil général au minime. Et puis le groupe qui va jouer ce soir après les discours des présidents du département, de la présidente de la section Art Vivant de Toulouse et tous les huiles qui vont parler juste avant un peu de jazz, eh bien on pourrait écouter Shift, jeune formation toulousaine. Allez, on va dire que c'est quelque chose qui cherche son inspiration dans le rock, dans le hip-hop, dans le latin jazz, dans la drum and bass. Enfin, c'est un mélange de toutes ces musiques un peu nouvelles, plein de jeunes musiciens. On y reconnaît en particulier un guitariste que personnellement j'adore, c'est Dorian Dutèche, le guitariste également de Host. Donc voilà, allez voir cette formation. C'est gratuit à partir du moment où la salle n'est pas pleine. Dépêchez-vous, c'est à 19h. Allez, ratez les 10 dernières minutes de Caramel Mou, on ne vous en voudra pas. Voilà, ça c'était pour Jazz sur son 31. On passe déjà à la suite. Et la suite, c'est l'édition 2018 de Toulouse les Orgues. Et pour cela, et pour en parler, je reçois Yves Reichsteiner, le programmateur, le directeur artistique de ce festival. Bonsoir Yves Reichsteiner. Bonsoir. Toulouse les Orgues, est-ce à dire que Toulouse, c'est une ville d'orgue ? Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Toulouse est une ville d'orgue. Moi, je savais que Toulouse, c'était une ville rose, mais pas une ville d'orgue. Non, on a un très grand patrimoine d'instruments qui sont de qualité, qui sont en nombre également, et qui attirent des gens du monde entier, en fait. Donc oui, on dit que c'est une ville d'orgue dans le monde de l'orgue. Avec quelque chose d'assez étonnant pour les gens comme moi qui ne suivent pas forcément l'actualité de l'orgue, c'est qu'on continue à fabriquer des orgues et Toulouse s'est doté d'orgues qui ont été construits il y a à peine une vingtaine d'années. Pas tant que ça, il y en a un qui a été fait effectivement au musée des Augustins, très très beau. Ça reste un instrument principalement patrimonial, je ne peux pas dire le contraire, mais en même temps, la vocation aussi de ce festival, c'est de maintenir ce patrimoine dans une grande vie musicale. Ça, je pense que c'est justement la mission du festival. Et la ligne, justement, c'est d'aller entre les musiques contemporaines et la musique sacrée. Musique contemporaine, c'est qu'un des genres. Non, justement, si c'est un festival classique à la base, on cherche bien sûr à s'ouvrir à plein de choses. On a eu hier soir un concert assez intéressant où il y avait de l'électro, de l'orgue et du chant grégorien. On va avoir plus tard dans le festival du jazz un peu expérimental. On va avoir quelqu'un qui vient des musiques électroniques. On va avoir des musiciens classiques. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de créer une sorte de chaudron dans lequel la musique bout en permanence. Parce que le but, c'est qu'un festival, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre. Et l'orgue, c'est un des outils qui permet justement de faire des choses avec lesquelles on s'amuse. Toulouse les Orgues, c'est l'édition numéro combien là ? 23. Et je me souviens, pour avoir reconnu un peu les premières, on était plutôt dans l'interprétation d'une musique plutôt patrimoniale de la musique liée à l'orgue. C'est vrai qu'il y a eu une évolution dans ce festival au fil des années. Probablement. Je ne peux pas dire que je connais Politiquement parlant, la réponse est habile. Non, je ne suis pas là depuis 23 ans, puisque je ne suis toulousain que depuis une douzaine d'années. Mais il est vrai que j'ai poussé encore un tout petit peu plus loin l'ouverture. Depuis le début, ce festival avait une vocation à être un festival ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de l'orgue seul, parce que ça aurait fait un festival extrêmement réservé à des happy few. Non, il a été dès le départ pensé pour inclure d'autres formes artistiques. Il y a eu de la danse, il y a eu de la vidéo largement avant que je m'occupe de la programmation. Mais c'est vrai que c'est surtout sur un plan musical où je crois avoir brisé quelques barrières, non sans risque d'ailleurs, parce que notre public, qui est un public fidèle, ne vient pas forcément à toutes les choses un peu plus aventureuses que j'organise tard le soir. Mais moi, j'aime bien l'expérimentation. J'avoue que pour moi, ça m'est indispensable. Et puis, de temps en temps, il y a des opérations un peu plus risquées, moins réussies, même à mon goût, même à mon oreille. Et puis, comme hier soir, il y a des trucs où les gens sortent avec une banane d'enfer et puis ils ont dit « c'est super, on n'avait jamais entendu ça ». Alors, j'ai écrit un espèce de livre d'or pour le public. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit hier soir « Oh, vous avez chanté comme des dieux, on vous aime, vous étiez des pharaons ». Donc
Donc hier soir, c'était le rapt invisible, donc chant grégorien, orgue et électronique. C'est vrai que sur le papier, le programme est un peu alléchant. On va en parler 30 secondes. On ne pourra pas le voir, c'était hier. Oui, alléchant pour vous, voilà, mais pas pour tout le monde. Non, mais c'est vrai que la proposition est un peu audacieuse. Comment on passe ça dans un festival? Et je le rappelle, malgré ce que vous venez de dire il y a 2 minutes, dans un festival où justement son image est un peu musique patrimoniale. Mais alors, je m'empresse de dire que c'est un festival qui reste patrimonial par les instruments d'abord, et puis ensuite parce que nous avons aussi vocation à être un des premiers festivals d'orgue en France et très au-delà. Donc, sans renier le monde de l'orgue, bien sûr que non, nous attirons aussi beaucoup d'aficionados qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont écouter des organistes super, des premiers de la cordée. Hein, donc, les premiers de cordée, là aussi, ils sont partout, les premiers de cordée. Mais en réalité, justement, au-delà d'un festival spécialisé, moi j'aime bien l'idée qu'on s'ouvre justement. Donc pour répondre à votre question, le concert de hier soir, c'était finalement, c'est une rencontre simplement. J'ai croisé la route d'un chanteur, Romain Daillé, qui a créé ce trio qui s'appelle le Rapt Invisible, et puis après j'ai reçu des démos, ça m'intéressait, on a échangé, on a travaillé le projet, ils sont venus en repérage. Disons que quand on prend un risque, ce que j'ai appris au fil de ces années, le projet doit se travailler. C'est-à-dire que je me rappelle avoir tenté un coup avec Bernard Lubat. Et puis, en gros, j'ai invité Bernard Lubat, puis je lui ai filé les clés de la maison. Et ça, faut pas. En lui disant, Bernard, voilà, t'as une carte blanche. Bon. Et puis, je me suis pris une surprise. Bernard Lubat est arrivé 100% Bernard Lubat. Sauf que... C'est le bazar. J'étais pas préparé et je dois avouer, le public encore vachement moins. Donc, je l'ai un peu payé cher dans les jours qui ont suivi. Puis après, j'ai simplement appris que, effectivement, une carte blanche, ça s'encadre, ça s'accompagne, ça se prépare et tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les prises de risque sont mieux amenées. Et du coup, moi, je suis très, très content du résultat. Quand on imagine, quand on voit un orgue dans une église, instrument monumental, on se dit qu'on se retrouve tout petit devant ces tubes énormes. Qu'est-ce que ça donne comme impression de puissance lorsque on touche sur les touches justement de l'instrument et qu'il y a des sons assez phénoménaux qui en surgissent? Il y a vraiment un sentiment de puissance à ce moment-là? Oui, bien sûr. En plus, imaginez-vous, quand vous travaillez votre instrument, vous êtes le soir à 22h dans un endroit qui est énorme comme un hall de gare et vous êtes tout seul, c'est vous qui avez la clé. Déjà, on se sent juste pas un peu le roi du monde, quoi. Et c'est vrai que l'orgue, pour ça, c'est un peu particulier. Donc, ça génère toute la démesure qu'on peut imaginer, la bonne et la mauvaise, faut pas se leurrer. L'organiste, c'est un peu le démiurge fou, c'est le mec qui fait péter les décibels. Après, on aimerait bien que ce soit toujours beau, hein. mais quand même, il y a de la magie derrière. C'est-à-dire que là, si j'évoque de temps en temps certains risques ou certains excès, il y a de la magie. Le public, quand il franchit les portes d'une église, même quand il ne connaît rien, il rentre déjà dans un lieu où quand il ne connaît pas, il se dit « ouais, il y a des belles choses, il y a une belle atmosphère ». Alors après, quand l'orgue fait de la musique là-dedans, je dois dire 9 fois sur 10, il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'après, le style musical, pour moi, finalement, c'est presque secondaire. C'est-à-dire qu'on a déjà un lieu et un instrument qui a un truc en soi qui est un peu à part. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que le musicien s'empare de tout ça. Et moi, j'essaie de créer l'alchimie, trouver le bon musicien dans le bon endroit pour faire la belle soirée. Ça veut dire que les gens qui viennent à un concert d'orgue, ils viennent aussi écouter une sonorité, le son d'un instrument qu'on n'a pas l'occasion d'écouter tous les jours? Oui, parce qu'on est un festival itinérant. Il faut rappeler qu'on utilise une douzaine de lieux sur le festival. Donc 12 lieux sur Toulouse qui possèdent des orgues. Donc effectivement, absolument. Toulouse est une ville d'orgue. Oui, il y en a 30 sur Toulouse intramuros des orgues. Donc quand on parle d'un patrimoine, on parle d'un patrimoine. Et alors si on utilise 12 lieux, c'est parce qu'évidemment, il y en a des plus connus que d'autres. Et chaque église a un peu son atmosphère. Il y en a qui sont lumineuses, qui appellent une musique plus claire, plus optimiste, plus parlante. Ensuite, il y a des lieux qui sont un peu plus sombres. Moi, je dis des lieux un peu gothiques dans tous les sens du terme, et où là, les sonorités sont un peu plus lourdes, un peu chargées. Donc, même moi, par exemple, de temps en temps, je me verrais bien boire une bière dans un crâne comme ça, dans un canapé un peu, voilà. Et il y a plein de possibilités. Les églises, alors évidemment, une église reste une église. Je respecte la nature sacrée du lieu. C'est d'ailleurs la thématique de ce festival. Mais quand une église est désacralisée, c'est le cas d'une ou deux, comme l'église du Jésus où nous avons nos bureaux, tout simplement. Et ben là, on peut se permettre de temps en temps d'aller explorer
explorer d'autres univers et l'imagination au pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'on peut effectivement transformer les églises dans des lieux dans lesquels on vit aussi d'autres choses et sans aucun acte de profanation, comme de temps en temps certains le suggèrent. Oui. Moi, je me souviens avoir vu au Jésus, il y a 3-4 ans, un happening complètement 68 arts, plutôt hippie sur les bords, avec des jeunes filles qui faisaient du trapèze complètement dépoitraillées. Je me disais, dans une église, c'est absolument formidable. Il y avait quelqu'un qui jouait de l'orgue, en plus. Oui, d'ailleurs, le même garçon est revenu, en fait, faire des improvisations avec au concert d'ouverture avant-hier. Et là, c'était magique, parce que j'avais invité des musiciens pour chanter des musiques traditionnelles des 3 monothéismes. Donc j'avais des musiques orthodoxes, j'avais des musiques juives, et puis j'avais une magnifique grande chanteuse dans la tradition musulmane, tradition soufie, Aïcha Redouane. Et eux, ils dialoguaient déjà entre chanteurs, et il y avait l'orgue qui faisait des commentaires par-dessus ça. C'était vraiment quelque chose. Donc pour donner un peu une idée de l'ouverture de ce festival, on va écouter tout de suite un extrait d'un artiste qui va passer dans le cadre de ce festival, Jonathan Fitoussi. Si je me souviens bien, Jonathan Fitoussi, ça se passera le 13 octobre, c'est-à-dire samedi prochain. Carte blanche là, Jonathan Fitoussi. Comment on travaille une carte blanche avec ce musicien qui vient plutôt des musiques électroniques ? Alors, c'est une recommandation de Samuel Aubert, des siestes électroniques. Donc, je fais une grande confiance à Samuel parce que c'est un partenaire. Donc, c'est lui qui me recommande Fitoussi. Après, je me rends compte que ces musiciens qui viennent de la musique électronique, c'est très drôle. Il y en a plusieurs qui traitent l'orgue comme une sorte d'objet musical. En fait, ils ne savent pas vraiment jouer de l'orgue. Alors, évidemment, les organistes, Rechsteiner, il a pété un câble. Mais en fait, l'orgue peut aussi être traité comme un objet musical. En fait, chaque tuyau peut être traité presque comme une sorte d'objet que l'on fait grincer, crisser, pleurer, gémir, etc. Et en fait, parce qu'évidemment, ce sont des musiciens qui sont derrière ça. Donc, même si c'est un côté un peu plus happening, moi, je suis très curieux de voir ce qu'un mec qui vient justement plutôt des consoles et puis des objets électroniques fait avec un instrument 100% acoustique. Alors, je crois que Jonathan va venir avec quelques petites basses un tout petit peu plus amplifiées, mais malgré tout, il va s'emparer de l'orgue du Jésus. Je l'aurai formé pour qu'il sache ne pas le casser, c'est quand même un petit préalable intéressant, mais il va après travailler ses sonorités, je dirais, un peu au corps, parce que j'ai vu un peu comment ça se passe. Voilà, et c'est vrai que quand il joue des claviers électroniques, c'est quelqu'un qui a un son qui n'est pas sans rappeler Klaus Schulze, l'ancien organiste de Tangerine Dream, ou Michael Field, quand il composait des musiques de films. C'est vrai qu'on est dans un univers où l'électronique permet de décrire un monde très onirique. Oui, avec une temporalité qui est propre aux musiques électroniques. Un temps étiré comme ça. Donc on va essayer aussi de donner au public des coussins pour qu'on puisse se coucher dans l'église du Jésus, puis avoir une écoute comme ça un peu agréable. On y sera tous. Donc on va écouter tout de suite Aquarius de Jonathan Fitoussi, donc, qui aura une carte blanche dans le cadre de Toulouse les Orgues. Et ça se passera samedi prochain, 13 octobre.
samedi 13 octobre dans Toulouse-les-Orgues pour dire un peu la fin de la programmation. Ce soir, au Jardin des Délices, cantate baroque à la bougie. Ça se passe à l'église des Minimes. À cette occasion, je suis allé vérifier. Il y a bien des orgues à l'église de Minimes. Je m'en étais jamais aperçu. Début du concert à 20h30. Le 7 octobre, dimanche, Bach ou l'art du choral. Ça se passera au musée des Augustins. C'est Benjamin Allard qui sera à l'orgue des Augustins. Le festival se continue le 9 octobre avec de souffle et de rythme. Ça, c'est une création. C'est vrai que régulièrement, Toulouse-les-Orgues demande à des artistes de faire une création. C'est quoi? C'est vous qui décidez le thème? C'est simplement un contact avec un musicien lui disant « Vous avez carte blanche, allez-y » ou vous lui donnez le thème de l'année? Alors là, c'est plus particulier. C'est en fait une collaboration sur... on est 3 partenaires. On travaille tous les 2 ans sur une commande d'œuvres. Et en réalité, on est... Orgelpark d'Amsterdam, le festival de Haarlem, et donc on réunit nos moyens pour commander une œuvre à un compositeur. Là, le compositeur choisi, c'est un Hollandais, qui vient d'ailleurs en partie du jazz, qui est pianiste, Gus Janssen. Et il a écrit une œuvre justement pour orgue à tuyau et orgue à bouche, l'orgue à bouche chinois, le sheng, qui est une sorte d'harmonica, d'harmonium qui se joue à bouche et qui est circulaire. Donc ils vont créer leur œuvre qui s'appelle Réunion, une pièce de 20 minutes qu'ils vont créer dans le concert mardi. Voilà, donc c'est au Temple du Salin, c'est le 9 octobre à 12h30. Il y a un ciné-concert à 20h30 le 11 octobre à la basilique Saint-Cernin. Le film, c'est Les aventures extraordinaires de Farandoul. D'où sort ce film ? Film franco-italien des années 10-20, comme ça, qui est une sorte... Quelqu'un disait, c'est une sorte d'Indiana Jones des années 20. C'est vrai, c'est vraiment des aventures, une espèce de succession comme ça, d'épisodes qui se déroulent dans plein d'univers différents. C'est très très drôle parce que c'est fait évidemment avec l'imaginaire de l'époque, avec les moyens techniques aussi de l'époque. Donc il y a un côté décalé qui est déjà drôle en soi, en fait. Il y aura un hommage à Charlie Parker le 13 octobre, là aussi au Temple du Salin à 17h. Et le festival s'achèvera le 14 octobre, dimanche prochain, avec un récital de musique sacrée consacré au répertoire de Bernstein. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, c'est West Side Story. Oui. Voilà, donc... oui, Leonard Bernstein avait son style à lui, qui était déjà très cosmopolite. Et voilà, et qui mélangeait musique classique, jazz, blues... Oui. Vraiment quelqu'un qui a été un passeur aussi. Oui, c'est un des compositeurs en fait qui m'intéresse le plus dans cette thématique du sacré, parce qu'il est un des derniers à fonctionner comme les musiciens d'avant, c'est-à-dire qu'il fait de la musique sacrée ou religieuse, mais en mélangeant les styles de son époque. Donc il ne se contente pas de faire une espèce de musique qui se veut un peu tranquille parce qu'on est dans une église et tout. Non, au contraire, il incorpore par exemple dans sa messe, il incorpore des chœurs d'enfants, un orchestre symphonique, un chœur et puis du gospel par exemple. Et alors, bon, la messe de Bernstein, ça, on ne l'aura pas dans le festival, mais on va entendre les Chichester Psalms, qui est une pièce pour chœur, harpe, percussion et orgue. Donc là aussi, on a le style de Bernstein, c'est un style, comme je dis, de mélange déjà par nature. Oui, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, un des intérêts de Toulouse-les-Orgues, c'est que l'orgue n'est pas seule. La plupart du temps, elle est accompagnée par d'autres formations musicales ou d'autres instruments. Et puis, je garde le meilleur pour la fin. On parlait tout à l'heure de l'inauguration en septembre de la saison Moondog, vaste opération qui va courir de septembre à juin prochain autour de l'œuvre de ce musicien américain un peu fantasque qui a passé autant de temps dans des hôtels que dans la rue à New York. Il faut se souvenir qu'il fut aussi un vagabond céleste et qu'il vivait dans la rue à New York tout en composant sa musique. Bird's Lament est un morceau hyper connu qui avait été remixé par des DJ plutôt technoïdes, morceau qu'il avait écrit pour Charlie Parker à l'occasion de la mort de Charlie Parker, musicien qu'il connaissait par ailleurs, espèce d'immense viking au look plutôt moyenâgeux qui est allé après s'installer en Allemagne et finalement il est mort en Europe. Moondog, donc une saison
qui va permettre de découvrir ou de redécouvrir sa musique. Et vous allez jouer des compositions de Moondog pour orgue. Donc Yves Rechsteiner, comment vous êtes rentré dans cet univers-là, qui est d'abord un univers qui peut être très symphonique, mais aussi très minimaliste. On dit souvent que c'est un des inventeurs du courant minimaliste américain. Comment vous êtes rentré dans cet univers de ce musicien mort il y a à peu près 28-29 ans? Tout simplement grâce à Hervé Bordier, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir Moondog. Mais là où je suis un peu tombé de ma chaise, c'est que Moondog connaissait l'orgue, il aimait l'orgue parce que sa mère était organiste. Il faut rappeler que son père était pasteur. Voilà, et donc il a vraiment été élevé dans un univers très religieux. Et de façon très particulière, à côté d'une tribu indienne aux États-Unis. Donc en fait, il a probablement entendu des musiques indiennes traditionnelles, tout en étant élevé dans un univers protestant, presbytérien, avec un père pasteur et une mère qui jouait de l'orgue, peut-être de l'harmonium, peu importe. Et quand il arrive en Allemagne, dans la deuxième partie de sa vie, il rencontre des organistes. Et avec eux, il va enregistrer un album. Donc lui va faire les percussions et il y a 2 organistes qui vont jouer les pièces que Moondog a écrites pour eux. Et cet album va sortir dans les années 80, ça s'appelle A New Sound for an Old Instrument. Et cet album va être redonné intégralement dans le cadre de notre concert à Toulouse-les-Orgues. Donc c'est un album assez court qui dure 40 minutes, ce qui donnait pour nous l'occasion de faire une deuxième partie. Et là, c'est là que j'interviens, puisque moi j'ai souhaité en fait mettre la musique de Moondog en regard avec des musiques d'orgue. Parce que ce qui me frappe chez Moondog, première fois que j'entends sa musique, je me dis ouais, mais c'est drôle, on dirait de la musique du XVIe siècle. Parce que d'abord, il a écrit aussi des madrigaux qui étaient vraiment une forme du XVIe. C'est très étonnant, cet homme, il lorgnait vers Mozart, il aurait rêvé de composer du Mozart. Pourquoi il veut venir en Europe? Parce que pour lui, c'est la patrie de Mozart et Beethoven. Tout le reste, il s'en fichait un peu, probablement. Et donc, il est proche du minimalisme, proche du jazz, proche de la musique ancienne. Et à ce titre, j'ai sélectionné des pièces d'orgue et en fait, j'ai créé des couplages. Donc, je joue une pièce de Moondog pour saxophone que je transcris à l'orgue et ensuite une pièce que moi j'ai choisie dans le répertoire de l'orgue pour faire des effets miroirs. Et donc ça c'est quelque chose qu'on pourra écouter mercredi prochain, 10 octobre au musée des Augustins. On n'a pas évidemment de la musique de Moondog à vous proposer jouée par vous. On va écouter pour finir cette interview quelque chose par contre que vous allez bientôt sortir. Vous êtes programmateur de tous les orgues mais vous êtes aussi un musicien et vous allez sortir un album où vous êtes accompagné par un percussionniste. Déjà, moi, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit comment, avec un instrument aussi puissant, on arrive à faire ressortir le son d'une percussion qui joue en même temps. Il y a un travail d'ingé de son qui doit être assez terrible, là. Mais en fait, il y a surtout 15 ans de travail entre un duo. C'est-à-dire que moi, je travaille avec Henri-Charles Cagé depuis 15 ans et on a énormément exploré de répertoire. On a commencé avec du Jean-Philippe Rameau, donc l'opéra baroque français. Ensuite, on a découvert Frank Zappa. Et alors là, ça a été la claque parce que du coup, il nous a fallu plusieurs années pour apprendre à jouer du Zappa. Parce que ça se fait pas comme ça. Donc, on a tourné avec Zappa. Ensuite, après Zappa, on a attaqué le rock prog. Donc, on a attaqué Pat Metheny, les Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer et tout ça. Et puis l'école de Canterbury, Robert Wyatt et des gens comme ça? Alors non, pour l'instant, on s'est arrêté à Tubular Bells de Michael Field, qu'on joue en entier. Et du coup, évidemment, quand Moondog a traversé notre radar, évidemment, on a juste sauté dessus. Parce qu'effectivement, Moondog, qui joue lui-même, je le rappelle, des percussions sur l'album d'orgue, il fait, en fait, dans les années 80, un album orgue et percu, alors que personne ne fait ça, et que nous, on est probablement un des seuls duos orgue et percu que je connaisse au monde. Donc, c'était, j'allais dire, presque fait pour nous. Bon, là, je tire un peu la couverture, mais c'est vrai que, du coup, Henri-Charles Cagé, dans Moondog, a sorti des percussions particulières, parce que, je fais une petite parenthèse, mon percussionniste, si j'ose dire mon percussionniste, réinvente son set de percus à chaque projet. Donc en fait, il fabrique son set de percus en fonction de la musique que je lui propose. Et donc pour Moondog, il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc il réfléchit, donc il travaille qu'avec des calebasses et puis des cucurbitacées. Donc il a une espèce d'énorme set de percussions calebasses avec lesquelles il jouera mercredi prochain, le 10, la musique de Moondog. Et il faut se rappeler aussi que Moondog inventait des instruments et qu'il avait inventé une espèce de percussion qui s'appelait la trimba qu'on entend régulièrement dans ses œuvres. Donc là, on va quitter l'univers de Moondog pour revenir un peu sur le vôtre. Donc vous allez sortir un album tout prochainement.
Oui, l'album s'appelle Mosaïque pour montrer la contraction entre la musique de Mozart et de Haydn. Donc, comme on fait d'habitude, moi je récupère les pièces que je préfère dans tous les répertoires. Là, j'ai tapé dans les symphonies de Haydn et dans la musique de piano de Mozart. Et en fait, je me l'approprie, je la transcris à l'orgue et Henri-Charles Cagé rajoute en fait une strate de percussion par-dessus. Il invente complètement à partir de rien une strate de percussion et ça devient un orchestre. Vous allez le voir. Et donc là, on va écouter un morceau très connu de Mozart, j'allais dire un standard, un hit, un tube, Blue Rondo à la turque. Et vous en faites une version, j'allais dire, très musique de fête, très musique de foire, très musique de parc d'attractions. Oui, parce qu'en réalité, il utilise les percussions qu'on trouvait au début du 19e siècle dans les orgues automatiques. C'est ça qui vous fait penser à la foire. Tout à fait. Blue Rondo à la turque, Yves Steiner, tout de suite. Voilà, c'était donc Yves Steiner avec ce morceau de Mozart que l'on pourra retrouver dans un album qui sort dans une petite quinzaine de jours. Yves Steiner, Ray Steiner, qui était de passage dans Caramel Mou pour nous parler surtout du festival dont il est le directeur artistique, Toulouse Les Orgues, donc il va s'achever dimanche prochain, 14 octobre. Et je vous rappelle qu'on pourra l'écouter lui-même sur un programme Moondog le 10 octobre prochain au musée des Augustins. Pour plus de renseignements, www.toulouseslorgues.com, c'est le site du festival. Vous aurez la programmation complète. Voilà, on va terminer ce premier numéro de l'année avec Manu Pomar. Manu Pomar, directeur artistique, lui, de Lieux communs. C'est formidable. Il y a plein de directeurs artistiques, de Jazz à Luz, de Toulouse Les Orgues, de Lieux communs. Il y a plein de directeurs dans ce programme. Donc, Manu Pomar, directeur artistique de Lieux communs, lieu art contemporain à Toulouse, du côté du faubourg Bonnefoy, mais qui va venir régulièrement dans cette émission pour nous parler d'art contemporain, c'est-à-dire pas que des expositions de Lieux communs, mais de ce qui est intéressant à voir à Toulouse. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le printemps de septembre a commencé depuis le 21 septembre et va s'achever le 21 octobre. Peut-être après 2 mots sur quelque chose que vous avez peut-être vu, Mr Freeze. Vous êtes allé faire un tour à l'espace Cobalt ou pas du tout? Non, je n'y ai pas été. Pas encore. Non, mais attention. Justement, je navigue pas mal dans ces eaux-là, tout le monde le sait. Eh ben oui. Mais ce que je tiens à cultiver aussi, c'est le fait de ne pas ranger les choses dans des cases, l'art dans des cases, et d'éviter de délimiter. Le jour où les gens de Mr Freeze viendront à Lieux communs, j'irai plus souvent chez eux. D'accord. Non, je fais un peu de provocation comme ça, mais non, je trouve que heureusement qu'il y a Mr Freeze, que ça existe. Le lieu est magique, les halles Latécoère. Mais j'ai pas eu. Il me reste un week-end pour y aller. Voilà.
j'ai même pas fait l'intégralité du printemps de septembre. Donc, bon. Pour ma part, j'ai fait les nocturnes, dont c'était hier soir, les nocturnes de Mr. Freeze. Plus installation cette année que vraiment fresque. Mais c'est toujours aussi passionnant à voir. Et puis, il y a quand même quelques artistes qui valent le coup, avec des œuvres assez monumentales, dont toujours pareil, il y a le 55, dans le centre culturel, le Cobalt. Et puis, il y a juste à côté les halles, la TECOR, quand on pense qu'à cet endroit-là, on fabriquait des avions dans les années 20, et dont tous les murs sont remplis, avec beaucoup d'installations cette fois. Et c'est toujours un endroit quand même assez J'ai lu magique. la note d'intention. Ensuite, Toulouse est une ville exceptionnelle au niveau des arts, on va dire, de la rue, du street art. J'aime pas la dénomination street art, mais voilà, les arts urbains. Et il est nécessaire qu'ils aient un lieu spécifique de démonstration et de travail aussi, parce que l'espace Cobalt et le 55, ce sont aussi des ateliers. Et c'est vrai qu'on peut aller s'y promener régulièrement dans l'année. Il y a toujours des fresques à l'extérieur qui sont nouvelles. Donc ça aussi, c'est un joli projet de balade quand on a 10 minutes à passer en bas du quartier Montaudran. Donc espace Cobalt à la TECOR pendant tout le week-end. Et quartier qui va vite devenir plus qu'attractif lorsque les machines vont ouvrir, le musée de l'aéropostale, etc. Donc c'est vrai qu'on aura l'occasion de revenir sur ce nouveau quartier artistique qui est en train de se monter. Mais enfin, en tout cas, pour ce week-end, c'est Mr. Freeze, édition 2018. C'est jusqu'à dimanche soir. Donc, on en est au printemps de septembre et vous êtes allé y faire un petit tour. Oui, d'abord, avant de démarrer, je tenais à dire que je suis très très heureux et enthousiaste de participer à Caramel Mou. Voilà, je tenais à le dire. Une équipe hors du commun entre tout ce que disait tout à l'heure Francis Lérac sur la vision subjective, ce type de lecture. Donc je vais vous faire une petite visite subjective du printemps. Bon, je suis acteur du printemps parce que le lieu commun fait partie du printemps, mais je vous parlerai un peu de lieu commun à la fin, mais je vais commencer la visite par mon coup de cœur. Peut-être avant de démarrer par le coup de cœur, je vais revenir sur ce qu'est le printemps. Voilà. Donc le printemps de septembre, c'est un festival qui a démarré, je le rappelle, une date douloureuse pour nous les Toulousains, le 21 septembre 2001. Auparavant, ils étaient à Cahors. Et l'arrivée à Toulouse a été dramatique, tonitruante. Depuis, il y a eu moultes épisodes. On a changé de date. Alors, le printemps est au mois de septembre et octobre. Il est passé parfois au mois de mai. C'est un festival qui a la particularité d'inviter des directeurs artistiques différents au départ chaque année, mais depuis qu'il est passé biennal en 2016, c'est Christian Bernard qui était auparavant directeur du MAMCO, Musée d'art contemporain à Genève, et fondateur, musée qu'il a créé d'ailleurs aussi, et fondateur de la Villa Arson, une école d'art et un centre d'art à Nice. Voilà, Christian Bernard, c'est quelqu'un qui invente des lieux. Et qui invente des temporalités. Et donc, il a en charge l'édition de cette année. Il a eu en charge l'édition précédente 2016. Il aura la prochaine en 2020. Et on dit qu'il l'a un peu sorti de l'ornière, là. Et lorsqu'il l'a repris en 2016, oui, c'était en train d'un peu de végéter. Non, il y a eu un épisode compliqué. Il y a eu l'épisode Jean-Marc Bustamonde qui avait mis le festival au mois de mai. Et c'est vrai que changer les dates d'un festival, changer le nom du festival, il était devenu le Fiat. Fiat, c'est pas joyeux sur les moteurs de recherche. Vous imaginez bien que vous allez tomber sur autre chose. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est un peu de nos jours ne pas penser à ça. C'est étrange. Mais Jean-Marc est un artiste extraordinaire. On pourrait parler de lui. D'ailleurs, je pense que j'en parlerai parce qu'il est fort probable qu'il ouvre une fondation à Toulouse prochainement, en tout cas dans les années à venir. Mais Christian Bernard est quelqu'un qui crée de l'instant pensé, de l'instant projeté. Il a un rapport littéraire à l'art. C'est une écriture de l'art. Et le titre cette année qui est Fracas effraie le bruit. Alors évidemment, c'est le fracas du monde, fracas de j'ai envie de dire de l'actualité. Et effraie le bruit serait l'art. Quelle est la puissance
quand est-ce que l'art est audible face à cette rumeur du monde. Donc Fracas effraie le bruit se déploie dans la ville. Donc ça a démarré le 21 septembre. Il y a eu les 2 premiers week-ends qui sont des temps forts. Donc évidemment, on est dans un festival d'art visuel, mais le printemps de septembre, et depuis le début, a toujours porté une attention particulière à la musique surtout, mais aussi aux formes vivantes. Donc on a profité d'une ouverture assez fantastique. J'avoue, j'ai été un peu à reculons à la cartoucherie pour un match de catch. Je me suis dit, ça y est, on va nous servir un spectacle pour Bobo. Je sais bien que le Bobo n'existe pas, attention. Surtout pas à Toulouse. Non. Et c'était un moment complètement magique avec... il y a eu une ouverture avec un musicien qui s'appelle Chris Himmler. Un nom facile à porter, mais quelqu'un qui a joué avec Peaches, donc qui nous a servi une musique électronique froide et dansante. C'était teinté d'Alan Vega, avec ce ring qui était comme ça désert pendant le set de Chris Himmler. Et là est arrivée Louise Deville, magnifique pin-up, qui était qui a harangué la foule pour faire chauffer comme ça l'audience. Et le match a démarré avec Cassandro el Exotico, excusez mon espagnol, mon mexicain, puisque c'est la tradition des catcheurs mexicains. Manuel Pomar, ça la fout mal. Oui, c'était de la lucha libre, et c'est très très impressionnant. Évidemment, il y a un degré de lecture à ce spectacle. On a des personnes sur scène qui sont en train de jouer une lutte, mais une lutte qui a une certaine violence, qui est quelque chose de physique. Et la particularité de Cassandro el Exotico, c'est que c'est un catcheur gay, c'est quelqu'un qui a 47 ans, donc... un corps qui a vécu, qui a chuté, qui a été blessé, qui a été meurtri. Et c'est quelqu'un qui a un charisme extraordinaire. Et ça a été vraiment un moment, un lancement très très fort. Et surtout, voilà, pour moi, ça dénote aussi de ce qu'est le printemps. C'est de dire que l'art se loge partout, quoi. Et ce catcheur, c'est un artiste, évidemment. Ça peut être qu'un artiste. Et ça peut être programmé dans le cadre d'une biennale d'art contemporain. Oui, évidemment, oui. Et l'ISDAT a accueilli ce qu'on appelle la radio du bout de la nuit, qui existe depuis quelques années, là, qui est repris par une radio internet qui s'appelle il y a 3 U, radio, c'est dur à dire, et qui était animée par des artistes invités. Ça fait Lovecraft Oui, c'est très Lovecraftien. C'est l'angoisse de Providence. Et samedi dernier, il y a un musicien athénien que je conseille à tout le monde, qui est sur le label DFA, qui s'appelle Larry Gus, qui a fait un show électro-incantatoire, chanté dans des langues à moitié inventées, qui a vraiment attrapé son auditoire. Donc voilà, le printemps, c'est à la fois des expositions très pointues et des moments festifs sur des propositions assez précises, toujours exigeantes. Alors, j'ai quelques expositions à vous conseiller, donc je n'ai pas tout vu encore. Il y a encore le temps, c'est jusqu'au 21 octobre. Voilà, mon coup de cœur, c'est vraiment le musée Paul Dupuis. C'est Nina Childress, c'est une artiste française qui a une 60aine d'années, qui a démarré dans les années 80. Elle a été membre du groupe Lucrète Milk, d'un collectif qui s'appelait les Frères Ripoulin, de peintres de rue, mais qui n'étaient pas vraiment du graffiti. C'était des étudiants des Beaux-Arts qui s'encanaillaient. Il y avait Claude Kolowski dans la bande et beaucoup qui font partie de la scène art contemporain aujourd'hui. Et elle pratique une peinture figurative assez proche de la peinture d'illustration des années 60, presque des couvertures de... À l'époque, nous deux, les couvertures, c'était de la peinture. Évidemment, c'est moins précis que ça, c'est plus libre. Elle a une capacité... en termes de couleurs, c'est complètement fou. C'est un feu d'artifice de couleurs. Et son exposition, elle a été puisée dans les collections des Augustins. Alors j'ai été la voir hier aux abattoirs. Il y avait une conversation avec d'autres artistes femmes. C'était ça
un peu la conversation. Et elle disait, voilà, la plongée en apnée dans les collections des Augustins était un peu complexe parce qu'il n'y a, et c'est valable pour toutes les collections, j'ai envie de dire, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, mais elle veut sauver. Presque, elle sauverait toutes les peintures. Je ne dis pas que c'est la Brigitte Bardot de la peinture. Si elle entendait ça, elle m'en voudrait. Bon. Mais elle a été saisir comme ça. Évidemment, ce qu'elle s'est aperçue, c'est que dans les collections, il y a 90% de peintres hommes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces peintres hommes ? Quand ils ont arrêté de peindre des pots de fleurs, des bouquets de fleurs et des paysages, donc nature morte et paysages, ils peignent des femmes nues. Évidemment. Que voulez-vous faire ? Et donc, elle a aménagé un parcours dans le musée Paul Dupuy où elle joue avec du papier craft, donc ce papier marron. Elle fait du musée Paul Dupuy, dit-elle, une boîte en carton, alors contient des bonbons ou ce que vous voulez. Et elle ponctue donc ses œuvres des collections et ses propres peintures. Parfois, lorsqu'elle n'a pas pu avoir une œuvre, alors il y a toujours des raisons X ou Y d'histoire de prêt ou si la peinture n'est pas restaurée. Elle a fait un faux, tout simplement. Bon, qu'elle a signé elle, c'est pas un vrai. J'allais dire, oui, ce n'est pas un vrai faux. C'est un faux. Exactement. Et il y a aussi vraiment une intelligence de ce qu'on appelle l'accrochage, le fait de présenter des peintures où on joue sur le tempo du visiteur, sur le rythme de la marche du visiteur, et évidemment sur les analogies entre un décolleté, un volcan, entre un paysage et une peinture de genre, de chasse. Donc, on a vraiment une narration comme ça qui se déploie. C'est une exposition comme on lit un livre. Il y a vraiment... on tourne les pages. Ensuite, on la remonte à rebours parce qu'il faut repartir... par où on est rentré, et on retrouve le portrait qui nous accueille à l'entrée, qui est une assez grande peinture de 2 mètres de haut de Sylvie Vartan à 20 ans. Je ne sais pas si vous avez une image en tête, mais c'était une très belle femme, et on est irradié par ce regard, on est accueilli par Sylvie Vartan. Donc, rien que pour ça, il faut y aller. Pour ça, faut y aller. Et c'est vrai que c'est une jolie confrontation entre ses œuvres et les œuvres des Augustins. Exact, oui, et c'est ce jeu entre... C'est pas remettre au goût du jour, là n'est pas la question, mais il faut sortir les œuvres des caisses, quoi. On peut pas tout le temps les laisser comme ça, seules dans le noir. Enfin, je sais pas, elles doivent vivre des moments d'une solitude immense. Il faut les remettre aux yeux du regardeur. Et à côté de Nina Childress, il y a Virginie Loz, qui est une artiste qui vit à Toulouse, qui a eu... Alors, c'est de la peinture, mais sur papier, sur des grands formats de papier, ou un univers assez peuplé de monstres, très bigarré, avec des couleurs fluo. Donc, le musée Paul Dupuy, il faut absolument y aller. Voilà. Et donc ça, c'est jusqu'au 21 octobre, comme l'ensemble de la programmation du printemps de septembre. Alors... Autre lieu, je vais un peu parler... je vais d'abord parler des Jacobins, parce qu'il y a Sarkis, qui est un artiste qu'on peut dire historique aujourd'hui, qui a fait une installation spécialement pour les Jacobins, une installation lumineuse. Si je dis c'est le roi du néon, c'est à peu près ça ? Ouais, mais c'est au-delà du néon, là, j'ai envie... Parce que néon, on pense aux enseignes, mais là, on est vraiment... Donc, les Jacobins, il doit y avoir 5 palmiers. On est dans 7 intervalles. Donc, on a les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il a pendu des néons qui sont en cristal, qui chacun a une couleur de l'arc-en-ciel. Et la taille des néons est plaquée sur l'unité de mesure, on va dire, de l'époque de la construction des Jacobins, et qui est matérialisée par une corde à nœuds qui pend du plafond comme les néons pendent. Donc, on a... le néon qui a sa majesté lumineuse et la fragilité du verre et cette espèce de force d'attraction. La corde, quelque chose de rugueux, qu'on peut par analogie associer à des événements moins qui irradient moins que la lumière. Et ce duo-là fait vraiment dans cette...
ce lieu désacralisé, parce que les Jacobins, c'est désacralisé, mais finalement, la lumière, la couleur qui irradie remet une sacralité profane, une sacralité de l'art, et il y a une bande de son qu'il a faite avec un musicien. Vraiment, c'est une expérience. Allez-y entre chien et loup, comme on dit, à la donc tombe. aux alentours de 19h voilà, à 19h30. Ouais. Allez-y à la tombée du jour, c'est vraiment une expérience fabuleuse. Et le printemps permet ce type de dimension des œuvres, parce que ça demande évidemment des moyens. Et... C'est drôle comme les palmiers des Jacobins se prêtent à ces travaux de lumière. Il y a 2 ans, il y avait déjà eu un travail autour de ces palmiers par un autre artiste contemporain utilisant de la lumière. Christian connaît bien et les artistes et la ville, et il sait comment créer les couples. et voilà, dans le texte de présentation qui fait de la proposition de Sarkis, il parle de la réaction de Sarkis, parce qu'effectivement, les palmiers des Jacobins, c'est pour qui a visité des églises de par le monde, ou même en Italie, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les Toulousains l'oublient peut-être, mais c'est une architecture... comme on en voit peu. Oui, elle est quasi unique. Oui, elle est quasi unique. Donc, bon, pour tout artiste, c'est une aubaine de pouvoir se confronter à ça et répondre à ça et faire un travail choral avec ces architectes. Voilà, donc ça c'est aux Jacobins, là aussi jusqu'au 21 octobre. La proposition de Manu Pomar, c'est d'y aller aux alentours de 19h quand le jour est en train de tomber. Et c'est vrai que la lumière est assez fantastique à ce moment-là. On passe à lieu commun ? Avant, le château d'eau. Ah oui. Alors le château d'eau, il y a un duo, Hippolyte Engen. Donc c'est Gaël Hippolyte et Lina Engen, et c'est l'association des noms-prénoms qui fait un 3e artiste finalement. Et alors, pour ceux qui connaissent le château d'eau, un château d'eau, un lieu circulaire, 2 briques roses. Dédié à la photo à Toulouse depuis des lustres. C'est la première galerie photographique, en Europe, donc c'est quelque chose de rare. Et elles ont fait une expo qui s'appelle Brick, mais B-R-E-E-K. Alors, je relis mes notes, mais... George Herriman, ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout. Alors, George Herriman, c'est un dessinateur américain qui, jusqu'aux années fin 40, a dessiné Crazy Cat. Et oui. Là, ça y est, si je vous dis Crazy Cat, vous y êtes. Donc, c'est une sorte d'hommage à Crazy Cat. Donc, dans la circularité du château d'eau, on a une brique dessinée qui se promène sur des tentures. C'est un travail de broderie, j'ai envie de dire de collage de tissus, où on a des télescopages de sources d'images. Voilà, c'est du détournement, c'est de l'appropriation, avec comme figure récurrente cette brique en mouvement, qui est un hommage à Crazy Cat, parce que Crazy Cat, évidemment, comme tous les chats, comme Tom, il poursuit une souris, vous vous doutez bien. Mais il se fait poursuivre par ailleurs par le méchant de l'histoire. Crazy Cat, c'était des espèces de strips qui passaient sur les journaux américains, bande de dessinées de 3-4 cases, et qui racontaient... Avec un trait assez, je trouve... je définirais j'allais dire violent, mais acéré, un noir très profond, très aigu. Le Crazy Cat, il était aussi témoin, il a été témoin de la crise de 29, il est témoin d'une Amérique qui meurt et qui renaît, pardon. Et Crazy Cat, un punk avant les punks. Oui, et c'est vrai que c'est une source d'inspiration de la culture punk aussi, exactement. Et c'est le modèle du strip alternatif, quoi. Donc voilà, Gaël et Lina sont très friandes de cette culture-là. Je les appelle par leur prénom parce que je les ai exposés il y a quelques années à Lieu commun. C'est un travail que j'adore. Et pour qui connaît aussi encore le château d'eau, il y a ce sont pas des caves, mais il y a le sous-sol avec l'eau de la Garonne qui passe sous vos pieds. Et là, c'est une installation avec des téléviseurs et des films d'animation des années pareil, 40, sur lesquels elles ont retravaillé sur la pellicule. Donc on a
ces sempiternelles poursuites entre animaux, entre chats, souris, etc., qu'elles sont venues augmenter de leur dessin ou d'un fouillis de couleurs. Donc on a un mouvement, beaucoup de sons. Et voilà, elles font partie des artistes qui... Il y a, je trouve, un travail comme Nina Childress, de réanimer des archives et de travailler au présent en regardant vers le futur, en fondant par le passé. Donc ça, qu'on devrait tous faire d'ailleurs. Je vous laisse travailler là-dessus pendant le week-end. Donc ça, c'est au Château d'Eau, là aussi, jusqu'au 21 octobre. Oui, et donc à lieu commun, c'est une double exposition. Donc la première proposition, c'est une proposition de Christian Bernard. Une artiste s'appelle Élodie Le Sourd, qui est principalement connue pour son travail de peintre. C'est une artiste qui a à peine 40 ans, française, qui peint en fait les œuvres d'autres artistes. C'est-à-dire qu'elle peint d'après des photographies d'installation d'autres artistes dans une peinture qu'elle appelle... c'est une peinture réaliste. Elle a une culture... qui vient du black metal. Donc, elle mêle culture rock et culture conceptuelle, donc high and low culture. À lieu commun, il y a un mural, une peinture qui fait une vingtaine de mètres de long, où elle s'est inspirée d'une pochette de... J'ai toujours des problèmes de nom, d'Elliott Smith, oui, alors que je suis un grand fan d'Elliott Smith. Et vous voyez cette pochette avec ces courbes rouges, blanches et noires. Elle a repris ce motif, elle l'a augmenté. Elle a augmenté le pattern et elle a changé la palette de couleurs en s'inspirant d'un artiste conceptuel qui s'appelle Sol Lewitt, qui faisait des muraux avec des protocoles. Donc, il proposait des protocoles de couleurs qui se développaient selon les murs. Et donc, on a une palette ultra psychédélique avec du rouge, du violet, du jaune, du bleu qui se déploie pour ceux qui connaissent le commun, sur tout le mur de l'étage. Et devant ça, il y a 3 personnages. Et 3 personnages, ce sont des structures en métal dans lesquelles sont insérés des tableaux. Et ces tableaux sont des peintures très, très réalistes, très précises, qu'elle peint 100 mètres au carré, sans projection, c'est-à-dire elle peint à main levée, ça peut prendre des mois, d'après des photos d'installation d'autres artistes. Donc elle rend pérenne des œuvres qui soit finissent dans des caisses une fois l'exposition finie, soit parfois sont détruites. Donc elle donne une vie plus éternelle à une œuvre qui atteint sa propre mort. Et ce scénario, donc avec ces 3 structures et ces 3 tableaux, pour elle, elle cite Huis clos de Sartre. Donc on a Garcin, Estelle... et Inès, qui sont en train de flotter dans l'espace et qui tournent le dos aux spectateurs qui arrivent. Donc, il faut vraiment pénétrer dans ces cages de métal pour découvrir les peintures. Elle installe la peinture, voilà. Elle scénarise la peinture, elle rejoue ses propres peintures parce qu'elle les a déjà montrées autrement. Donc, c'est vraiment un travail qui s'auto-régénère et chaque fois qu'elle fait une exposition, elle écrit un nouveau scénario. Et donc, en réponse à cette proposition de Christian, j'ai proposé Laurent Proux, qui a le même âge, qui est un peintre qui vit à Paris, qui enseigne à l'ISDAT, aux Beaux-Arts de Toulouse. Et lui, de la même façon, je l'ai invité parce qu'il peint d'après images. Il peint d'après des images d'usines. Des usines d'aujourd'hui, donc des usines... où la présence humaine est plus que rare. Voilà, sans citer Houellebecq, mais il y en a... Il n'y a que du métal, des grilles, du verre, des bras robots, des couleurs assez flashy finalement. Et ce sont des grands formats comme de la peinture d'histoire, c'est-à-dire ces formats paysages, 2,50 m par 2 mètres de haut, avec des perspectives très prononcées, comme la peinture de la Renaissance. Donc on vient puiser dans l'histoire la plus classique de la peinture, pour documenter une réalité économique, sociale, de façon assez clinique finalement, parce que la facture de cette peinture est assez fidèle à l'image, c'est un rendu presque photographique, et par-dessus, il vient poser en peinture des membres
mais démembré, c'est-à-dire que d'un côté il y a un bras, d'un côté il y a une jambe, il y a un œil en haut à gauche, un globule, un œil globuleux comme ça qui flotte dans l'air, et là dans une facture totalement expressionniste, avec des couleurs très vives, des bleus, des rouges. Donc voilà, c'est ce corps démembré du travailleur absent qui vient parasiter cette harmonie libérale. Donc voilà, moi j'appelle ça la lutte des classes à l'huile. Et je suis vraiment très heureux de cette exposition parce que c'est une peinture, mais vraiment, c'est les superlatifs, hein, on en parlait en début d'émission, c'est vraiment magnifique. Et il y a encore l'odeur de l'huile qui plane dans le rez-de-chaussée de lieu commun, parce que ce sont des peintures qu'il a faites depuis le mois d'avril, spécialement pour l'exposition. Et ça montre aussi, surtout, et le travail d'Élodie, et le travail de Laurent, et le travail de Nina Childress, et le travail d'Hippolyte Engen, là je parle plus spécialement de la peinture, que la peinture est toujours pertinente au XXIe siècle, à l'heure des écrans, à l'heure de l'image. Parce que ça représente... parce que ça représente le monde tel qu'il est. Mais que ça passe par le cerveau de l'artiste. Voilà, et surtout que ça nécessite une expérience directe, un face-à-face, c'est-à-dire que vous pourrez voir ces images sur Instagram, mais vous n'aurez que 10% de ce que c'est réellement. Quand on le ressent en direct. Oui, parce que je vous parlais d'odeur, mais il y a aussi il y a du relief, il y a la matière, et le travail de Laurent témoigne précisément de cela, parce que si on le voit sur image, on a l'impression que c'est du collage, c'est-à-dire qu'à la limite, on aurait une photographie d'usine et quelqu'un qui vient coller par-dessus ces éléments disparates. Non, c'est de la peinture, point, c'est tout. Donc voilà, donc ça c'est à voir dans le cadre du printemps de Toulouse, dans le printemps de Toulouse jusqu'au septembre à Toulouse jusqu'au 21 octobre. Je voudrais simplement rajouter une expo que j'ai vue et qu'apparemment vous n'avez pas vue, les aquarelles de Ivan Salomon. Je l'ai pas vu, mais j'irai parce que j'adore son travail. Au SIAM, une proposition qu'il y a été faite d'aller faire des aquarelles. C'est des aquarelles immenses faites à partir du Mirail. Donc il est allé voir le Mirail et il dit ce que ça lui a inspiré. Et il y a des aquarelles absolument magnifiques. C'est au SIAM, c'est les aquarelles d'Ivan Salomon et ça aussi Salomon. Et donc c'est visible au SIAM comme tout le reste de la programmation du printemps jusqu'au 21 octobre. Manu, merci d'être venu nous en parler. Et merci puis on va se retrouver d'ici 3 semaines, un mois, pour une nouvelle proposition artistique à Toulouse. Voilà, un peu de musique et on se retrouve pour se dire au revoir. On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat emboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré.
Les survivants, Miosek, nous sommes, extrait de son dernier album sorti la semaine dernière, comme quoi c'est toujours dans les vieux pots qu'on continue à fabriquer de la bonne musique. Miosek, nous sommes, voilà un morceau qui pourrait servir de bande de son pour le reste de la saison, tant son propos est pertinent par rapport à la période plutôt tristounette que nous sommes en train de vivre. Allez, on va presque bientôt se quitter, juste quelques propositions de concert pour ce soir. Par exemple, le Quartetto Tafi, musique argentine, seront au Bijou à partir de 21h30. À l'impro, vous pouvez écouter du jazz comme d'habitude avec Triple Juice, le trio du pianiste Sylvain et Ray. Donc ça, c'est à l'impro à partir de 20h30. Au taquin ce soir, la pieuvre irréfutable, vaste réunion, la pieuvre irréfutable de Cador de la scène toulousaine, Ferdinand Doumerc en tête, mais on y trouve aussi Paulet, Pic, Lodinat, Manchon pour une musique annoncée comme plutôt groovy. Ça donne plutôt envie. À noter que demain soir, toujours au taquin, on retrouvera Volgan de l'électro-rock, mais surtout Minimal Orchestra, du jazz électro. Minimal Orchestra, superbe groupe toulousain sur la scène depuis une quinzaine d'années, et ça sera presque un plaisir d'aller les revoir demain soir au taquin, toujours au taquin, dimanche à 17h. On vous en parlait tout à l'heure. C'est Freddy Taquin avec Le Diable, la réunion de Fabien Duscoms à la batterie et de Eric Avondo à la guitare, suivi de Volvo, un duo, Valentin Secaldi au violoncelle, Étienne Vierniac à la batterie, qui invite pour ce concert Florian Nastorg au saxophone. Donc ça, c'est dimanche à 17h au taquin. Enfin, ce soir au Métronome, le Métronome propose une trad session avec ce soir San Salvador et le Rita Misoko Parti Collectif. Immense occasion d'aller danser ce soir sur des rythmes occitano-brésiliens ou brésiliano-occitans, c'est comme vous voulez. Mais enfin, ce soir au Métronome, ça va chauffer. C'est là-dessus que Caralem s'achève pour aujourd'hui. Est venu nous dire bonjour juste en début d'émission, il est resté pour l'apéro, Lucas Lemoff. Lucas Lemoff est donc de retour et je vous annonce son retour effectif à ce micro la semaine prochaine pour une chronique dont il a le secret. Il y aura sans doute Perrine Crubilé qui viendra nous parler de cuisine, et puis je recevrai également Irina Gonzalez à l'occasion de la sortie de son nouvel album, et puis nous essaierons un peu de faire plus ample connaissance avec cette musicienne cubaine installée à Toulouse depuis une petite dizaine d'années. Donc Irina Gonzalez sera notre invitée la semaine prochaine, et comme on dit ici, et c'est tant mieux. Bye les filles, à la semaine prochaine.